Arthur, commandant de police, regarde ces ruines avec consternation. Cratère encore visible d'une bombe larguée par l'aviation russe, jusqu'à 50 par jour depuis le 13 mars. Les habitants sont sidérés. Les Russes venaient ici, je travaillais au magasin et nous allions chez eux aussi pour faire les courses. Pensez-y au cas où, dites-nous, on peut vous évacuer. En une dizaine de jours, Arthur a évacué plus de 300 habitants. Autour de nous, les maisons sont éventrées par les bombardements. Rares sont ceux qui ont choisi de rester. Bonjour. Aïe, on a les mains pleines de poussière. Et regardez, quand mes enfants ont évacué, ma petite fille de 4 ans et demi m'a mis du vernis. Depuis, je le garde. Je regarde mes ongles et je pleure. Ces sentiments, une zone grise désormais, déchirée entre haine et liens passés avec la Russie où elle maintient les contacts avec sa famille. Leur but, c'est de détruire le peuple ukrainien. Nos garants, enfin ceux qui devaient être nos garants, la Russie, nous attaquent. Nous reprenons la route vers un autre village frontalier. La Russie est derrière ce nuage de fumée provoqué par un bombardement. On a capturé 6 ou 8 infiltrés. Yevgeny, militaire renseigné par radio, intime l'ordre. Pas de gilet pare-balles pour ne pas être repéré, car il y a des infiltrés russes. Le risque d'être ciblé, trop élevé. Ici aussi, beaucoup sont partis. Le village subit les bombardements depuis une dizaine de jours. Aucun répit pour les habitants. On se met à l'abri. L'obus frappe le cœur du village. L'abri, là-bas. Là-bas. Olena descend aux abris. Sa famille est aussi en Russie. Elle, coincée entre deux mondes. Je comprends que notre place n'est nulle part, que personne ne nous veut. L'accalmie revient. Olga reprend son chemin. Mon avis sur les Russes, bien sûr, il a changé. Là-bas, il y a des gens comme nous. Mais ceux qui font la guerre, je les hais. Tiraillés entre haine et nostalgie, les habitants sont contraints de tourner définitivement le dos à la Russie. Vous en avez fait des terrains de guerre, Catherine. C'est édifiant quand cette femme dit on est chez nous nulle part, on veut de nous nulle part, on n'appartient à personne. Ils sont complètement perdus. Mais c'est vrai que c'est le plus impressionnant finalement dans le reportage, c'est le sentiment que ces gens sont complètement désorientés et qu'ils ont l'impression d'être rejetés des deux côtés, parce qu'évidemment des côtés ukrainiens ils doivent être vus comme trop proches des Russes, et côté russe ils sont des habitants de l'Ukraine. Donc dans des moments de conflit où tous les sentiments sont exacerbés, et bien évidemment ceux qui se trouvent à mi-chemin sont toujours ceux qui ont la position la plus difficile. Dans vos reportages, vous, quand vous avez fait des terrains difficiles comme ça, des populations qui sont épuisées, qui n'ont plus d'espoir, complètement désespérées, etc., ça peut être un enjeu pour l'ennemi, justement. Ça peut faire basculer les choses, ça. L'enjeu, c'est effectivement de les faire basculer définitivement du côté de ceux qui veulent la paix à tout prix. Ouais. Et qui sont prêts à renoncer à une partie de leur territoire, qui sont prêts à renoncer même à une partie de leur histoire, de leurs liens, parce qu'ils n'en peuvent plus. Et il faut comprendre que nerveusement, au-delà du danger de la mort qui est possible, quand on survit, c'est épuisant d'un point de vue nerveux, parce que vous ne savez jamais à quel moment l'attaque va se produire. Vous ne savez pas comment vous allez trouver à manger, comment vous allez trouver à boire. Est-ce que vous allez réussir à dormir la nuit, ou est-ce qu'il y aura des bombardements ? Et à un moment... eh bien, on n'a plus qu'une envie, c'est effectivement la paix, et que ça s'arrête. Et après, quels que soient les sacrifices qu'on doit faire, quels que soient les renoncements, eh bien, voilà, c'est le moment où on n'en peut plus et on veut que tout s'arrête. Et évidemment, les Russes jouent aussi sur cet épuisement des Ukrainiens. D'ailleurs, c'est aussi ce qui justifie vraisemblablement le fait qu'ils n'arrêtent jamais, même si c'est pour des petits gains territoriaux. Mais en tout cas, ils soumettent toujours les Ukrainiens, et on l'a vu dans les excellents reportages de nos équipes sur le terrain.
Au début de la guerre, on ne l'entendait jamais. Maintenant, on entend de plus en plus des combattants ukrainiens qui disent on a envie que ça s'arrête. Alors, ils ne disent pas capitulation, etc. Mais on sent qu'il y a un épuisement nerveux. On voit que les hommes, ils ont souvent l'air extrêmement même fatigués ou même vieillis prématurément parce qu'il y a un moment, la guerre, c'est plus supportable. Sachant qu'il vise évidemment les militaires, c'est de la guerre, mais il vise particulièrement les civils aussi. Parce que là, ce que dit Charline dans son sujet, ce que dit Olga, cette femme aussi, qui dit, vous savez, de l'autre côté de la frontière, ils sont comme nous, ils se font bombarder aussi, mais après, nous, ceux qu'on déteste, c'est les militaires. Oui, bon alors, il y a quelque chose de très général, c'est que les guerres, elles engagent toujours des appareils, si vous voulez, humains les uns contre les autres, sans que individuellement les personnes soient spécialement haineuses de l'autre. Hein. Non, mais viser les populations civiles à ce point-là. Là, si vous voulez, je pense qu'il y a une particularité, c'est qu'on est quand même dans des régions qui, à l'échelle de l'indépendance de l'Ukraine, ont été toujours très liées à la Russie. D'ailleurs, quand on regarde là le paysage de ces villages avec ces dachas, ces bâtiments un peu néoclassiques, franchement, c'est le même paysage qu'on peut trouver de l'autre côté dans la campagne russe. Il y a pas de D'ailleurs, elle le dit, la vieille dame, au début. Elle dit, c'est ces gens qui devaient nous sauver. C'est cela. Et d'ailleurs, on sait aussi qu'il y a beaucoup de liens interfamiliaux qui ont été nourris par toute l'histoire russe et soviétique. Et on sait aussi que ce sont des populations qui sont particulièrement visées par les Russes parce que, à l'échelle de l'indépendance de l'Ukraine, c'est là que se recrutaient les bataillons des fameux russophones, personnes liées à la Russie par l'économie ou la famille, et qui étaient, au moment de l'indépendance ukrainienne, un peu partagées entre l'idée qu'il fallait peut-être rester à l'Est et pas aller trop vers l'Ouest. Alors, le paradoxe, en fait, c'est vrai ce que disait Catherine tout à l'heure, c'est que ça exerce, les bombardements russes, une pression sur ces populations qui peut, à un moment donné, les faire craquer. Et c'est vrai que la société ukrainienne, aujourd'hui, elle est soumise pas seulement à des bombardements d'ailleurs matériels, mais aussi à des bombardements médiatiques. Ah ouais, et je pense que les hésitations du président Zelensky sur un autre grand sujet qu'on n'a pas abordé, qui est la loi sur la mobilisation, ça vient aussi de là. C'est qu'il se demande si la société ukrainienne va le suivre dans un nouvel effort humain dont on sait qu'il peut avoir des conséquences très, très dramatiques pour les personnes qui seront engagées. Et en même temps, c'est là aussi, c'est peut-être aussi l'autre versant, c'est que c'est aussi dans ces difficultés que se forge l'identité nationale ukrainienne. C'est-à-dire que le paradoxe de la guerre qu'il a lancée depuis 2 ans, c'est, pour M. Poutine, c'est qu'il voulait lutter contre ce qu'il appelle le néonazisme, mais qui est en fait l'identité nationale ukrainienne, et qu'en fait, en faisant ça, d'une certaine manière, il la renforce, puisque même ces personnes-là, en tout cas devant vos caméras, elles n'osent plus dire qu'elles sont pour Poutine, ou qu'elles aimeraient que la guerre s'arrête, ou que la Russie... alors que peut-être qu'elles le pensent dans leur... ukrainien. Comment ? Elles se sont mises à parler ukrainien. Et en plus, exactement. C'est vrai que l'usage de la langue ukrainienne est devenu un peu la norme sociale, parce que l'usage de la langue russe est identifié à l'agression de la Russie. Donc c'est un peu le paradoxe. À la fois, il y a une très forte pression sur les populations dans le cadre d'une guerre un peu psychologique contre l'Ukraine, et en même temps, ça peut avoir l'effet de mobiliser, c'est pas de remobiliser, de créer cette identité nationale, cette solidarité ukrainienne, qui jusque-là était partielle, ou en tout cas n'existait pas dans toutes les régions. Pas dans toutes les régions, Aude Leroy. C'est vrai que c'est intéressant, parce que nous, au début, nos reporters nous disaient, au début, quand on allait tourner dans le Donbass, etc., les gens nous parlaient en russe, on répondait spasiba, etc. Et après, au bout de quelques semaines, on leur disait non, on ne veut pas un mot de russe. On s'est tous mis même à apprendre l'ukrainien, parce que c'est pas possible que notre identité, c'est l'Ukraine, quoi. Oui, et puis de toute façon, cette politique du pilonnement perpétuel, aussi bien sur les soldats, qui d'ailleurs sont épuisés, parce qu'il y a quand même un gros manque de relève au sein des soldats, des troupes ukrainiennes, et aussi sur ces populations qui n'ont pas voulu ou qui n'ont pas pu s'en aller, parce qu'il y en a beaucoup aussi, ils n'ont pas pu partir par choix, quoi. Enfin, justement pas par choix. Donc oui, non. Nulle part où aller, les plus âgés, etc. Oui, parfois malades, parfois avec d'autres problématiques personnelles. Et effectivement, il y a... difficile d'être pris entre deux feux, sans mauvais jeu de mots. Là, en plus, je rebondis sur ce que dit Aude Leroy, là, qui est intéressant. C'est vrai que c'est des populations rurales. Donc, si vous voulez, il faut se mettre aussi à leur place. C'est pas comme nous qui travaillons dans le tertiaire, on peut être un peu partout. Tandis que eux, pour le coup, vous savez, somewhere, nowhere, eux, c'est des gens de somewhere. Ils sont de leur endroit, ils ont leur propriété,
leurs bêtes. Enfin, donc partir, c'est abandonner leur vie en fait. Ouais, donc c'est pas non plus très facile. Et assez court, Natalia, parce que c'est déjà fini, mais de l'autre côté de la frontière, quand cette femme dit de l'autre côté, il y a aussi des Russes qui vivent la même chose que nous, c'est la même chose, sauf que, rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on en fait quand même moins de cas parce qu'évidemment la Russie est grande et c'est pas ça qui fera vaciller le pouvoir d'un côté ou de l'autre. On est devant un phénomène d'une guerre qu'on appelle la guerre cognitive. Ouais. C'est rendre l'adversaire fou. En fait, c'est ça ce qui se passe. Et ça aussi, la Russie l'a vécu pendant les guerres civiles. Dans toute guerre, il y a deux possibilités. C'est pas moi, c'est Kessler, mais j'ai l'impression qu'on s'approche de plus en plus à sa théorie. Il a dit soit vous gagnez la guerre, soit elle devient civile. Ouais. Ce qui est en train de se passer, c'est que ça devient la guerre civile. Les gens qui savent plus à qui appartenir, qui est leur sauveur ou leur fossoyeur, commencent à réfléchir dans les critères de la guerre civile. D'autant plus qu'ils parlent souvent la même langue, même si il essaye de basculer dans une autre. On a vu ça déjà après la Révolution, et c'est comme ça que la dictature est venue. Parce que soit la dictature, soit la guerre civile. Les bolcheviks ont eu le dernier mot suite à la guerre civile.